je remercie tout le monde d'être ici et de votre intérêt pour ce débat. Au nom de l'ACDA, je remercie nos amis de la TMF pour cet espace qu'ils nous offrent afin qu'on puisse discuter réfléchir ensemble de la situation qui prévaut aujourd'hui en Algérie. Il est important aujourd'hui et plus que jamais de multiplier les débats, les discussions, les échanges, d'abord entre Algériens parce que nous en avons été privés durant les 30 dernières années. Je rappelle que déjà les 20 années sous le régime de Bouteflika, les rassemblements, les associations, les rencontres culturelles et politiques étaient interdits. Et donc voilà, il est plus que jamais important de multiplier les discussions, les échanges, les débats sur ce qui se passe. Mais aussi, en plus général, de multiplier les débats entre maghrébins, entre citoyens maghrébins et aussi avec les citoyens français pour échanger d'abord les informations, échanger les réflexions, échanger nos expériences et construire, développer la solidarité. Donc sans plus tarder, je présente les modalités du débat. Je vais peut-être me répéter, les présentations ont déjà été faites, mais je les refais. Donc nous débattrons aujourd'hui avec Amina Afaf Bouchaïb du mouvement Ibtikar, Aqil Al-Azri du collectif Action citoyenne pour l'Algérie et Toufiq Allel, coordinateur des activités de l'ACDA, Agir pour le changement et la démocratie en Algérie. Le débat se présentera comme tel. Dans un premier temps, nous discuterons de l'état des lieux en Algérie, donc où est-ce qu'on en est. Ensuite, chacun de nos invités nous donnera leur perspective, comment ils voient l'avenir. Et enfin, comment organiser la solidarité ici en France. Donc voilà, je donne la parole d'abord à Amina Afaf. Je tiens d'abord à remercier la TMF et l'ACDA pour cette belle initiative et pour leur invitation. Effectivement, depuis le 22 février, plutôt le 17 février, l'Algérie vit un moment historique. Ce n'est pas c'est pas la première fois évidemment, ce n'est pas un moment inédit depuis l'indépendance. L'Algérie a toujours été mue par des dynamiques de libération, par des acteurs qui se sont battus pour que la démocratie, pour qu'une transition démocratique puisse voir le jour. Et aujourd'hui, depuis le 17 février, nous vivons une intensification. Et cette intensification, elle s'est exprimée via un mouvement populaire d'une ampleur sans précédent. Nous avons toutes les tranches de la société. Nous avons un mouvement pacifique, transgénérationnel, qui aspire à la démocratisation, à un état de droit, à la liberté. Quelque chose dont on a été privé. C'est un rêve qui a été confisqué dès le lendemain de l'indépendance. Ça, c'est le contexte large. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le 17 février ? Il s'est passé qu'on a voulu forcer un 5e mandat de Bouteflika et que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'était l'humiliation de trop pour les citoyennes et les citoyens. Les 20 années de Bouteflika étaient 20 années d'intensification du culte du président et des pouvoirs, la cristallisation du pouvoir d'un présidentialisme, d'une monarchie présidentielle, où la Constitution a été maintes fois bafouée, où la corruption s'est systématisée, intensifiée à un degré, où on est arrivé à une gangrène de tout le système. Dans ce système, vous avez remarqué, quand on parle de l'Algérie, on parle souvent de système. Pourquoi ?
Parce qu'il y a plusieurs acteurs qui sont en réseau. Nous avons à la fois le parti FLN, qui est le parti historique, le parti unique en quelque sorte, plus des partis satellitaires, artificiels, venus, mis en place pour servir de façade démocratique. Il y a évidemment le commandement militaire, très opaque. Le citoyen ne sait pas qui est derrière ce rideau d'opacité qui tire les rênes. Il y a aussi des oligarques qui viennent finalement transformer la rente en ressources matérielles qui vont servir ce despotisme et maintenir le système en place. Et c'est comme ça que pendant les 20 années sous Bouteflika, on a quand même eu des élections présidentielles sans même avoir de démocratie. Les premiers slogans du mouvement populaire, de la révolution pacifique, du Hirak, peu importe comment on l'appelle, c'était contre le 5e mandat. Mais en réalité, le régime était pris de court. Bon, ils se sont rendus compte que c'était un peu abusé, on ne peut pas trop pousser un président en toute apparence incapable d'assurer ses fonctions. Il a été obligé de sacrifier une partie des siens pour pouvoir continuer. Le Hirak a réussi à annuler, à faire front à ces élections-là. Nous avons eu un gouvernement intérimaire et c'est là où on se rend compte qu'il ne s'agissait pas finalement comme pour utiliser le langage des slogans, faire dégager Bouteflika. En fait, on se retrouve avec Bedoui, Ben Salah, avec des personnalités, des acteurs politiques qui ont été là depuis toujours et qui étaient même les sponsors des élections anticonstitutionnelles, les sponsors du despotisme, les sponsors de toutes les mesures liberticides qui existaient avant. Donc il ne s'agit pas, le Hirak, il ne s'agit pas de lutter contre des personnalités, des personnages ou des personnalités politiques, pas contre la la vitrine, mais de s'attaquer vraiment aux sources du mal, qui sont les institutions, les mécanismes derrière. Et c'est pour ça que le Hirak ne s'est pas arrêté une fois que la candidature que Bouteflika a été destituée. Et c'est pour ça que le Hirak a aussi opposé les élections qui devaient se tenir au mois de juillet. Au mois de juillet, nous arrivons, certes, à un vide constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a décidé de maintenir le gouvernement, il y avait un changement aussi des protagonistes, mais finalement on maintient un gouvernement intérimaire. Et aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que le régime s'est réagencé, s'est régénéré, et que le pouvoir s'est cristallisé aussi autour du commandement militaire. À l'heure d'aujourd'hui, le commandement militaire intervient dans la politique de manière décomplexée, récurrente et très très présente. À l'heure d'aujourd'hui, le commandement militaire nous dit dans des discours officiels, publics, que de nouvelles élections verront le jour, coûte que coûte et quoi qu'on fasse. C'est d'une violence inouïe. Et la violence, c'est précisément la seule ressource qui reste à un régime acculé, honni, dénué de toute légitimité. Et dans les Algériens, vendredi après vendredi, pendant 30 semaines, les Algériens demandent le départ. Quelle est l'interprétation à faire de cette escalade dans la violence? On est en train d'emprisonner, en dehors de tout cadre juridique, toute base juridique, des manifestants pacifiques, des figures politiques, sous des prétextes fallacieux. On est en train de réduire le champ de l'action, de la manifestation. Les Algériens, on a
effectivement, on n'a pas le droit de manifester, on n'a pas le droit de parler, mais on ne demande plus la permission, on le fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils réduisent même l'espace physique en mettant des fourgons un peu partout, en sillonnant, en verrouillant même l'espace public que nous cherchons à reconquérir. On tergiverse aussi et on nous met des pièges. Ils essayent de réduire nos revendications, à les vider de leur sens et nous dire finalement que la solution c'est des élections. C'est-à-dire qu'après avoir annulé et fait face aux élections illégitimes la mascarade électorale sous Bouteflika, ils s'attendent qu'on accepte à une mascarade sous Gaïd Salah comme chef de l'état-major. Donc aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui où on sommes nous dans cet état des lieux, c'est que les Algériens se sont hier massivement mobilisés, un vrai regain dans l'élan du mouvement populaire pour dire non à des élections avec ce régime. Et pourquoi? Parce que ce que nous voulons, c'est un changement en profondeur, un état de droit, une séparation des pouvoirs. Ce n'est pas un changement artificiel dans la loi électorale nous pousser vers les urnes. On n'a aucune confiance en ce régime. Ce type d'élection mascarade, on en a déjà vu. Aujourd'hui, et la position du mouvement Ibtikar, c'est d'aller vers une vraie rupture et un processus constituant, car ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un nouveau contrat social, un nouveau pacte social véritablement démocratique. Merci. Merci Amina. Je donne la parole à Aqila Lazri, donc du mouvement de l'association Action Citoyenne pour l'Algérie. Merci beaucoup Karina, merci à Agda et merci pour la TNF pour l'invitation. Merci pour cette tribune qui va nous permettre de créer des ponts entre nos peuples parce qu'on a été trop longtemps isolés, je pense, en Afrique du Nord. On nous a trop longtemps essayé de nous séparer alors que nous étions, il n'y a pas si longtemps que ça, une entité et que nous partageons une culture commune, une terre commune et probablement un idéal commun. Donc je vais peut-être pas répéter ce que a dit Amina à propos de la situation que vous connaissez très bien en Algérie. Effectivement, depuis la libération, le peuple algérien n'a jamais pu exercer véritablement sa souveraineté. Seulement, bon, voilà, on est des nations jeunes, nous sortons de longues nuits coloniales, ce qui a fait que probablement que la révolte ou les révolutions ont été très rapidement étouffées par peut-être la peur ou l'angoisse des ingérences étrangères. Ça n'a pas empêché notre peuple de demander et de revendiquer autant que possible l'accès à la démocratie et à l'exercice plein de sa souveraineté. Mais maintenant on le sait que l'Algérie, elle a toujours été sous une double commande de gouvernance, à savoir un pouvoir réel qui est militaire et puis une façade qui s'est voulue être civile. Mais dans tout ça, le peuple a toujours été méprisé, il n'a jamais pu réellement exercer sa souveraineté. Il est peut-être utile de rappeler qu'aujourd'hui en Algérie, on est à plus d'une soixantaine de détenus, des détenus d'opinion. On a un opposant politique qui est très porté par la population, qui a été emprisonné. C'est la réponse du pouvoir à la révolution et aux revendications populaires. Nous avons des jeunes gens qui ont été emprisonnés à cause de l'emblème Amazigh, qui est l'emblème, je le rappelle, qui nous unit tous, c'est-à-dire l'emblème de l'Afrique du Nord. Le pouvoir a tout essayé, stigmatisé, divisé, le régionalisme, il a utilisé la religion, il a utilisé les femmes. Seulement, ce qui est différent cette fois-ci, c'est que c'est l'ensemble de la population, c'est l'ensemble, cette entité qui n'est pas vraiment une entité, mais c'est ce peuple qui sort dans la rue de manière massive et qui est composé essentiellement de femmes et de générations futures de jeunes gens qui portent cette revendication. Hier encore, le 30e vendredi de revendication a été massif.
il a été sans équivoque. Les revendications se sont affinées, elles se sont politisées, et le peuple algérien, il est décidé plus que jamais à aller de l'avant, et il est déjà dans le coup d'après. Aujourd'hui, on est à la veille de la convocation du corps électoral que le chef de l'état-major a décidé. Donc la date est arrêtée pour demain, pour des élections qu'il voudra mettre en place probablement en décembre. Ces élections, elles n'auront absolument pas lieu, malgré le fait que tout est mis en place pour qu'elles soient tenues. Mais le peuple algérien passera au-delà de ça, parce qu'il est sur une autre problématique. Aujourd'hui, le peuple algérien, il est sur une problématique de souveraineté, de récupérer sa propre souveraineté, d'aller pour penser son vivre ensemble, pour établir le contrat social, penser l'Algérie de demain, mettre en place un vrai régime démocratique qui va permettre les libertés individuelles, les libertés collectives, qui va permettre l'existence d'un état de droit, l'existence des principes d'égalité, des principes de justice et des principes de responsabilité. C'est vers là où nous allons, et c'est à travers, comme le dit mon amie Amina, à travers une période de transition démocratique, des processus constituants, une assemblée constituante, parce qu'il est temps pour le peuple de ressaisir les outils nécessaires pour exercer sa souveraineté. Et il faut que les gouvernements de ces pays-là doivent laisser nos pays émerger pour prendre toute leur place sur les scènes internationales. Je vous remercie. Merci à Aqila. Je passe la parole à Toufiq Allel, coordinateur du collectif ACTA. Bon, dans la continuité évidemment des camarades Amina et Aqila, moi je voudrais insister sur 3 petits points. C'est la permanence de l'objectif visé par le mouvement. Deuxièmement, c'est la question du temps, le facteur temps, le rythme particulier, si particulier de ce mouvement-là, le Hirak. Moi, je préfère le mot soulèvement. Enfin, un 3e point, c'est essayer, d'après les informations qu'on a, c'est comment un peu c'est organisé. Concernant le premier point, c'est-à-dire la permanence de l'objectif. L'objectif, dès le départ, et pas seulement le 22 février, parce qu'il y a un débat parmi nous sur le démarrage. Il y en a qui citent le premier démarrage du Hirak, c'est à Kharrata, le 16 février. Et Kharrata, comme chacun peut-être d'entre vous connaît, c'est un des lieux historiques emblématiques du mouvement de libération nationale à partir de mai 45 avec les massacres de Stef et Kharrata. Il faut vous dire que dès le départ, il y a eu la réclamation donc de non au 5e mandat, non à la prolongation du 4e mandat. Mais le fond de l'affaire, ce qui était mis en cause, et d'une façon, j'allais dire, unanime, et cette unanimité n'a pas été propulsée par des organisations politiques d'avant-garde ou quoi que ce soit, mais de Marnia, Khenchla, de Alger jusqu'à Kolonchar, spontanément c'était le même objectif. C'était mettre à bas ce système. C'est quoi ce système précisément? C'est la fabrique du pouvoir autoritaire en Algérie. C'est ça qui est visé. Et cette fabrique, elle existe, on dit depuis 62, mais même avant. Donc c'est ça, c'est cette permanence de remise en cause. On ne sait pas ce qui va advenir, mais ça, on n'en veut pas. Élément corollaire à cette permanence de l'objectif, il y a hélas une autre permanence. Le pouvoir, à l'heure actuelle, n'a pas bougé d'un iota. Il reste encore dans cette position à travers un maquillage constitutionnaliste, mais ça on connaît cette expérience-là, ceux qui connaissent l'histoire des pays d'Amérique latine, comment l'armée, à travers un truc constitutionnel, veut maintenir sa fabrique du pouvoir autoritaire.
On en est là. Et moi, je voudrais donner une comparaison, puisqu'on est à la fête de l'humanité, donc la fête, quand même, une partie du mouvement ouvrier. Nous assistons en Algérie à quelque chose, pour faire une comparaison avec une grève ouvrière. Nous sommes encore dans une grève où le peuple, les grévistes, demandent au patron de venir négocier autour d'une table. Et le patron ne veut pas négocier. Alors il a donné quelques pistes comme ça, des petites sucettes, des petits bonbons, ça s'appelle le panel, il a essayé de mettre en place des trucs factices, mais qui n'ont pas tenu. Parce que tout simplement, il refuse une négociation avec le mouvement populaire. On en est là. On en est encore là. Ça, il ne faut pas qu'on ait... certes, il y a la force du mouvement et tout, mais il faut bien se rendre compte, nous sommes de cette position-là. Ce qui va entraîner dans le mouvement quelque chose qui est, devant ce refus, il y a le facteur, c'est le deuxième point, le facteur temps. On assiste dans des luttes où le facteur temps peut se retourner contre le mouvement. Le mouvement, il y a la faiblesse, pour diverses raisons, en partie, il faut le reconnaître, dans le Hirak algérien, il y a eu des baisses logiques pendant le mois de Ramadan, pendant les vacances d'été, mais il y a, à bas bruit, un accord tacite qu'on ne peut pas aller dans une solution si il n'y a pas une transition indépendante du régime. Celle-là, elle est affirmée de diverses façons. Même dans le mouvement, il y a un débat. Est-ce qu'il faut passer par une présidentielle ou par une transition, etc., etc. Mais ils sont tous unanimes pour remettre en cause la fabrique du pouvoir autoritaire. Ça, c'est très important. Et ce facteur temps, lequel le pouvoir comptait pour que le mouvement se dilue, c'est là la force du mouvement. C'est qu'il est utilisé, ce facteur temps, pour résoudre certaines contradictions, comme on disait à l'époque, au sein du peuple. Certaines contradictions sur notre identité algérienne, nationale, surgissent à travers des provocations, il faut le dire, absolument scandaleuses. C'est pour ça qu'à mes yeux, en tous les cas, ils sont totalement discrédités. Ils ont voulu touiller la question identitaire, faire exploser le pays, la responsabilité. Et ce qui est extraordinaire, et vous en êtes témoin, comment au sein du mouvement, on a résolu cette question. Le drapeau Al-Mazir est devenu le drapeau national. C'est notre drapeau. Quelle que soit notre culture, quelle que soit notre langue, vous ne trouverez pas un Algérien à travers tout le pays qui dirait c'est pas notre emblème. C'est un facteur, c'est ça comment on déjoue les tentatives grâce au temps. Le temps, il joue en faveur du peuple. On ne sait pas pour quel résultat. Ça, c'est deuxième point. Le troisième point, ce travail-là de discussion. Certes, il y a les mouvements qui se donnent rendez-vous le vendredi. Il y a aussi, il faut le dire, et c'est dommage qu'on ne le dise pas assez, il y a des noyaux militants. Il y a des groupes qui travaillent aussi bien dans la capitale, mais à travers tout le pays. Des gens qui ont parfois des expériences politiques antérieures, parfois des jeunes, et ces mouvements-là sont 24 heures sur 24. Et dans ce noyau-là, bien sûr, il y a des jeunes, mais beaucoup de femmes. Certes, dans les photos qu'on a vues depuis le début, on a montré les femmes, etc. Mais quand il s'est agi des rassemblements, des rencontres, essayer de rassembler tout, certaines photos, les femmes sont très rares. Et quand on suit de près ces mouvements militants, la part des femmes, et je ne l'ai jamais vu personnellement, de toute mon expérience militante et qui est loin, dans tous les pays, aussi bien en France qu'ailleurs, la part très active des militantes féminines. Et pas des petites mains. Ils sont au cœur de cette dynamique-là. Et cette dynamique-là, elle maintient.
elle maintient certaines exigences, notamment concernant la transition indépendante du régime. Il y a des débats dans le mouvement. Il y a des débats sur certaines questions. Comment va-t-on procéder? Pour quel résultat? Et c'est ça la dynamique vivante. Les contradictions qui peuvent surgir au sein du mouvement sont résolues par les débats. Ils ne sont pas mis sous la table. Par exemple, l'égalité homme-femme. Par exemple, la question de l'identité nationale en construction. Aucun problème dans ces groupes-là n'est mis sous la table. Il est enrichi, débattu, et à l'intérieur de ces groupes militants, un autre élément caractéristique, c'est que, certes, une grande partie d'entre eux viennent des expériences politiques qu'ils ont eues ces 10, 20 dernières années, notamment dans le mouvement associatif. Ils ont su associer en tant que groupe militant des intellectuels, des experts, où ils viennent débattre ensemble pour constituer ce groupe. Et là, il faut tordre le cou à la propagande du régime, voire de certains du Hirak. Comme quoi, il n'y a pas de représentation, le mouvement n'a pas d'idée, etc., etc. C'est une erreur fondamentale. Le mouvement, dès qu'il y a négociation, ces gens-là, on les connaît. Qui négociera, on le sait, parce qu'ils sont actifs à ce moment. Voilà mes informations sur cette partie, donc état des lieux. Merci à vous. Je voudrais insister quand même sur un point, c'est l'affinement en fait des revendications du mouvement du 22 février. Qui est passé, il me semble que c'est Amina qui l'a dit, qui est passé d'un rejet d'un 5e mandat à une volonté de rupture totale avec le régime actuel. Et principalement le régime à caractère militaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malgré la volonté d'un habillage politique de sortie de crise, et Toufiq Allel l'a mentionné, on a créé un panel qu'on a appelé le panel de médiation ou de dialogue pour discuter avec les différentes parties du mouvement, etc. Mais concrètement, on a voulu faire passer l'idée de présidentielle, sauf que dans le mouvement, actuellement, on voit bien que le peuple a compris que ceux qui tiennent les rênes derrière, c'est le militaire, et c'est bien la tête du chef d'état-major qui est réclamée chaque vendredi et chaque mardi dans les marches des étudiants. Dans le débat, dans ces premiers tours, nous avons parlé d'état des lieux, et ce qui est revenu chez vous trois, c'est la volonté de rupture, et la rupture, vous l'exprimez d'abord par le refus de présidentielle, et ensuite par la volonté d'aller vers un processus constituant. Donc, comment voyez-vous les perspectives? Comment voyez-vous l'avenir? Quels sont les modes d'action qu'il faut mettre en place? Et quels sont peut-être les obstacles que nous rencontrerons dans cette lutte pour un processus constituant? Donc, je redonne la parole à Amina. Donc, vous avez 5 minutes chacun. Donc, les perspectives du Hirak. Il y a le temps immédiat, celui de la réaction, et il y a le temps, comme l'appelait Toufiq, le temps lent, ou plutôt le temps du Hirak, celui qui est dissocié de l'agenda du régime, qui est, lui, l'objectif. Donc c'est le temps du Hirak. Le temps de la réaction aujourd'hui, c'est de faire un front commun de toutes les forces vives, démocratiques et démocrates en Algérie, pour dire un non et faire barrage à une mascarade électorale qui est non seulement ridicule, vu qu'il n'y a aucune condition, aucun préalable démocratique qui permettrait d'aller vers une nouvelle Algérie via les urnes, mais qui peut être dangereux, car il pourrait ancrer
crée effectivement ce pouvoir réel militaire dans l'Algérie de demain. Et là, la révolution pacifique, ce soulèvement populaire, il aurait non seulement perdu de ses objectifs, mais on serait dans une situation que j'oserais appeler pire que celle du départ. Le pouvoir réel, c'est le mot qu'a utilisé Aqila, et on sait très bien que si négociation il y a, ça arrivera, ce n'est pas tout de suite, car on ne répond pas on répond à aucune de nos négociations, nos revendications. Mais si négociation il y a, c'est avec le pouvoir réel. Aujourd'hui, le dialogue qu'on nous a proposé, c'est le régime qui se parle à lui-même. On regarde les têtes, c'est les mêmes personnes, les clients et les relais de ce régime qui se parlent à eux-mêmes. Ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on a vu des acteurs qui, malgré l'atomisation de l'opposition, malgré tous les obstacles aux libertés fondamentales, celle de pouvoir s'associer, celle de pouvoir se réunir pour discuter, en fait, il y a des acteurs sur le terrain, il a tout à fait raison, Tawfiq, de le rappeler. Il y a déjà les citoyens, cette base citoyenne qui non seulement réinvestit l'espace public, mais elle crée des agoras. Elle fait des réunions, elle débat. Il y a des comités citoyens. Il y a même des projets qui s'inspirent de démocratie directe. Imaginez la constitution algérienne, fédérer toutes les idées, les boîtes à idées citoyennes. Il y a aussi d'autres acteurs qui sont la société civile et dans laquelle la composante démocrate fait un travail formidable malgré le peu de ressources qu'elle a. Effectivement, c'est un travail compliqué. Effectivement, il y a des infiltrations, des intimidations, des volontés de noyauté. Mais elle a été force de proposition. L'idée du dialogue, elle est venue d'abord de cette société civile et ensuite, elle a été récupérée par le régime pour en faire un outil de récupération. Il y a aussi l'opposition politique, certes qui depuis très longtemps est atomisée, qui est pourchassée, la preuve, on en parle encore, il y a des arrestations arbitraires de figures politiques, mais là aussi il y a une alternative démocratique, il y a un pacte qui a fait que ces acteurs politiques se sont assemblés, ils ont mis peut-être leurs différents idéologiques de côté pour se concentrer sur ce qu'ils ont en commun, ce qui est une vision d'une démocratique pour l'Algérie en rupture avec le système. Donc aujourd'hui, toutes ces composantes qui font le hirak, qui font la force de ce mouvement populaire et de sa traduction politique, sont contre ces élections, cette mascarade électorale. Après avoir fait front, évidemment qu'il faut travailler sur l'après, évidemment qu'il faut avoir une longueur d'avance, et cette longueur d'avance, elle est en train de se construire. Les feuilles de route, les propositions, les mécanismes sont sur la table. Comment arriver à une constituante? Comment faire concrètement pour élire, désigner, voter de manière... par quel mécanisme exact les assemblées constituantes? Quels sont les chantiers prioritaires de la transition, de la période de transition? On a une crise multidimensionnelle, pas seulement politique, mais des institutions, mais aussi de l'économie. Et que le gouvernement de transition va devoir prendre en main de manière très très sérieuse. Tout ça, c'est sur la table. Et aujourd'hui, il s'agit de faire pression un maximum sur ce régime pour qu'il y ait une négociation et qu'il y ait le pouvoir réel en face, et non pas ces artifices, ces relais et ces tergiversations. Voilà. Moi, je reviendrai juste parce que Kelina avait parlé du panel tout à l'heure. Donc, il faut juste rappeler que le panel, il a été désigné. Enfin, il y avait, soi-disant, une volonté, en tout cas, ils ont voulu masquer leur volonté de se régénérer. Enfin, le pouvoir qui est en place a voulu masquer sa volonté de se régénérer en essayant de dire, allons-y au dialogue.
Mais enfin, dialoguer sur quoi? Vu que le peuple algérien est très clair dans ses revendications, il veut changer de système de gouvernance, il veut faire une rupture radicale avec le système. Donc ils prennent l'idée de ce fameux panel qu'ils désignent. Ils vont désigner des personnalités qui ne sont ni consensuelles ni légitimes. Et au fil du temps, c'est-à-dire à peu près 1 mois et 10 jours, on a eu la réponse il y a quelques jours du rapport du panel qui, finalement, on se rend compte, il n'a fait que répondre à l'injonction du chef de l'état-major. Donc notre panel qui était soi-disant censé venir dialoguer avec le peuple n'a fait que se transformer en une commission de préparation des élections. Ce qui, du coup, annule totalement et élimine et annule l'idée d'élections qui seraient transparentes, qui seraient menées dans l'intérêt populaire. C'était un peu pour revenir à la question du panel et à la question de l'illégitimité complète de présidentielle, sachant que le peuple algérien a toujours voté et à chaque fois qu'on a été au présidentiel, on n'a jamais réussi à changer de système de gouvernance. Les élections en Algérie, on a eu lieu et à chaque fois, elles n'ont fait que renouveler le souffle du régime qui est en place. Maintenant, en ce qui concerne l'avenir, il y a effectivement la question de la temporalité. Beaucoup ont eu peur dès le début du mouvement et on s'est tous dit, mais à quel moment ce mouvement va s'essouffler? À quel moment cette révolution va s'essouffler? Est-ce que les gens vont tenir sur du long terme? C'était compliqué de parier sur la pérennité de ce mouvement qui dure maintenant depuis 30 semaines et qui va probablement durer très longtemps encore tant que ces exigences ne seraient pas réalisées. Mais je voudrais quand même rappeler que cette temporalité a été nécessaire. Pourquoi? Parce que depuis 1962, le peuple algérien n'a jamais su s'approprier l'exercice politique. Il a fallu qu'il se réapproprie un espace public qui lui a été interdit. Il a fallu qu'il se réapproprie la parole. Il a fallu qu'il se réapproprie l'exercice démocratique. Il a fallu un apprentissage. C'est comme un enfant qui apprend à marcher. Nous sommes en train d'apprendre à marcher, tout simplement. Il faudra du temps. Mais pendant tout ce temps, on a une dynamique qui va à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est le fait que le peuple investisse la rue, ce qui donne l'idée du rapport de force. Le peuple impose un rapport de force au pouvoir. Mais en imposant un rapport de force au pouvoir, il permet à d'autres franges de la population, à des étudiants, à des syndicats, à des politiques, d'exercer aussi. C'est pour ça que depuis quelques semaines, on a vu, à partir de la fin de l'été pratiquement, on a vu une fusion de feuilles de route. Il y a eu beaucoup d'idées, beaucoup de mécanismes ont été proposés, ce qui sous-entend que les gens travaillent beaucoup en souterrain, les gens s'organisent dans les villages, dans les villes, dans les associations sportives, dans les universités, dans les écoles, dans les syndicats. Tout ceci est un combat nécessaire. Et puis la classe politique est en train de réapprendre aussi à prendre son rôle tel qu'elle est censée le prendre. C'est une classe politique qui a été quand même anéantie complètement par le pouvoir qui est en place. On n'a pas eu le droit d'association, on n'a pas eu le droit de parole. Encore maintenant, on n'a pas d'autorisation pour les salles. Je rappelle quand même que le Pacte pour l'alternative démocratique a eu un refus de se rassembler 2 fois, un refus de salle 2 fois par la wilaya d'Alger. D'autres associations comme l'association du Raj qui a été empêchée aussi à 2 reprises, il me semble. Donc tout est fait pour museler la réflexion, pour museler la parole, pour museler le mouvement dans l'espace public. Mais les gens s'organisent, on a la société civile qui se rencontre, on a les étudiants qui sont en train de travailler d'arrache-pied, et puis on a cette force ou ce franc du pacte de l'alternative démocratique qui est en train de s'organiser. Les choses sont claires. Le peuple algérien, la rue, réclame une refondation institutionnelle et constitutionnelle. On veut bâtir une nouvelle Algérie. On n'est pas en train d'essayer de mettre des pansements sur une Algérie malade. On veut complètement rentrer dans un système de déconstruction et de reconstruction. C'est-à-dire déconstruire ce qui a été fait, ce qui a été gangréné depuis toutes ces années, et puis reconstruire un État nouveau, qui sera à la hauteur de nos exigences. Et beaucoup d'entre nous, mais en tout cas, si on veut être fidèle à la rue, on
va y aller vers un processus constituant, vers une période de transition. Ça sera encore cette question de temporalité qui pourrait éventuellement faire peur, mais si on a envie d'aller vers un véritable chantier, il va falloir s'armer de patience, et je pense que c'est là-dessus qu'on va y aller, et la rue est là pour soutenir ce combat-là et pour permettre sa pérennité. Merci. Merci à Aqila. Je passe la parole à Toufer Allel et sur les perspectives et aussi sur comment tu vois la solidarité ici en France. Après ça, on passera la parole à l'assistance. Très rapidement concernant la suite, vous savez, comme on dit, les mouvements populaires ont la mémoire et ont la connaissance aussi des expériences, contrairement à ce qu'on croit. D'abord, dans l'histoire de l'Algérie, l'histoire de la valeur de la selmia, on sait d'où ça vient, en fonction d'expériences cruelles auparavant. Mais il y a aussi à expliquer pourquoi il y a ce refus des élections présidentielles. Bien entendu, ce n'est pas le refus du bulletin de vote, ni des élections en soi, mais aussi l'expérience. On connaît l'expérience égyptienne, où un parti, notamment, a négocié avec l'état-major pour passer à des présidentielles sans processus constituant. On sait ce qu'il en est advenu. Ça a été tragique pour le parti en question qui a négocié et dramatique pour le pays. Il y a aussi l'expérience marocaine du 20 février. On a bidouillé une constitution, certes à la lecture des mots, notamment le préambule, formidable, mais pas de processus constituant. Et les choses se reproduisent à l'échelle d'une région comme le Hirak Rifin. Donc c'est cette expérience-là raisonnée qui motive le refus de cette procédure imposée qui reproduit la même chose. C'est bien ça qui est en jeu. C'est quelque chose de conscient et de raisonné et partagé massivement. Certes, dans le mouvement, il y a des divergences sur le timing, sur les modalités, mais ça c'est un débat. Mais le refus que des élections puissent se produire avec le même système, c'est impossible pour une raison simple, c'est que ça peut mener à un drame beaucoup plus grand. Voilà le fait. Maintenant, comme l'a insisté Amina et Aqila, ce mouvement-là, pacifique, vous savez, quand un parti se réunit, il fait un communiqué, ça lui demande une journée. C'est rapide. Quand vous avez un mouvement conscient de cette nature, averti de l'expérience, ça demande du temps. Le temps, il y a eu Amina a raison, et j'insiste là-dessus, il y a quelque chose comme un miracle. C'est que le mouvement crée son propre temps, son timing à lui. Et ce timing-là risque d'être long. Dans ce cadre-là, le soutien qui est demandé de fait, c'est que ces débats-là qu'il y a au sein du mouvement, les informations, soient répercutées ici, dans le cadre de réunions, de colloques, de débats. Il y a aussi, ce qui nous est demandé, c'est qu'on puisse suivre ces Hirak du vendredi pour qu'ils aient un écho, et en écho à ces mouvements, en écho à leurs revendications, les reproduire ici. Et l'expérience qu'on a eue ces 6 derniers mois, il y a eu des tentatives dans le mouvement associatif qui était embryonnaire algérien mais qui s'est développé entre-temps. Il y a des collectifs qui essayent d'organiser. Je pense qu'il faut les renforcer. Il y a le collectif Libéraux en Algérie, il y a le collectif, l'intercollectif. Et d'ailleurs, il faudrait qu'on travaille pour que tout ce mouvement-là se réunisse. Mais c'est vrai qu'ici, il faut que ces intercollectifs ou ce collectif Libéraux en Algérie s'ouvre à des associations maghrébines frères
qui travaillent avec nous, mais aussi françaises, pour pouvoir partager les initiatives, les informations. Voilà, moi je le vois comme ça, je peux rentrer dans les détails, mais juste je vous dis aujourd'hui, il y a le collectif Libérons l'Algérie qui organise à la Bourse du Travail de Saint-Denis un esquisse de débat là-dessus pour voir comment renforcer le soutien et la solidarité. En tous les cas, l'ACDA, et je pense que pour les autres associations, on sera partie prenante. Merci à vous trois.